À quoi ça sert de faire des déclarations de chiffre d'affaires quand on est auto-entrepreneur? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière le paiement de ces fameuses cotisations? Qu'est-ce qui se passe si on oublie de faire ces déclarations ou que le montant déclaré est erroné? La gestion administrative quotidienne des auto-entreprises est simplifiée. Néanmoins, il y a des obligations à respecter et ces fameuses déclarations de chiffre d'affaires en font partie. Malheureusement, quand on se lance sous le statut d'auto-entrepreneur, on n'est pas forcément tenu informé de l'intérêt réel de ces déclarations de chiffre d'affaires, du but caché derrière le versement des cotisations, ni même tout simplement de l'importance de faire ces déclarations et des conséquences et des risques liés à l'absence ou aux erreurs incluses dans ces fameuses déclarations. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de tout regrouper et de t'expliquer premièrement à quoi ça sert concrètement de faire ces déclarations de chiffre d'affaires et quel est le but de ces fameuses cotisations, mais aussi de savoir ce qu'il peut se passer si jamais tu oublies de faire une ou plusieurs déclarations. Et j'ai décidé de pousser au maximum les informations en t'expliquant également quels sont les risques liés aux erreurs, aux fausses déclarations de chiffre d'affaires. Et pour que tu puisses profiter pleinement de cette vidéo sans être obligé de prendre de notes, j'ai fait ce travail à ta place et tout est inclus sur le fichier que tu n'as plus qu'à télécharger et c'est le premier lien dans la description. Il est gratuit donc tu peux le télécharger dès maintenant pour retrouver l'ensemble des informations qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Alors si toi aussi tu te demandais concrètement à quoi servaient ces cotisations, qu'est-ce qu'il pouvait se passer si tu oubliais une déclaration ou même si tu faisais une erreur volontaire ou involontaire dans les déclarations, dans les montants qui sont déclarés, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu vas avoir toutes les réponses à tes questions. Si tu es prêt, c'est parti, on commence. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Émilie et j'ai commencé à exercer le métier de secrétaire en 2010 en cabinet d'avocat. Par la suite, j'ai pu obtenir mon CQP d'assistante juridique, puis en 2016, poussée par un besoin de liberté, j'ai décidé de devenir secrétaire indépendante. Et en 2020, à travers cette chaîne YouTube, j'ai eu envie de partager toute l'expérience acquise aux futures et nouvelles secrétaires indépendantes. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés, le lien est dans la description, pour recevoir énormément de conseils et d'informations sur le métier de secrétaire indépendante, mais également sur l'entrepreneuriat. Pour pouvoir bénéficier de tous ces conseils quotidiens, je t'invite à passer par le lien qui est dans la description. Alors, la première chose qu'on va regarder pour les déclarations de chiffre d'affaires, c'est à quoi ça sert concrètement. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on se lance sous un statut d'entreprise, et en l'occurrence là on va parler vraiment du statut d'auto-entrepreneur, quand on se lance sous ce statut, on va avoir plusieurs interlocuteurs, et en l'occurrence on va retrouver donc du coup l'URSSAF pour les fameuses cotisations, on va retrouver l'assurance maladie pour ce qui concerne la santé, l'assurance retraite pour la retraite et bien sûr l'administration fiscale pour les impôts qui ne sont pas à négliger, évidemment. Donc ça, c'est la première chose à savoir, les interlocuteurs qu'on peut avoir dans le cadre de notre micro-entreprise en fonction de nos besoins. Et donc le premier interlocuteur, ça va être l'URSSAF pour les fameuses cotisations. Au moment où tu vas faire ta déclaration de chiffre d'affaires, tu vas informer l'URSSAF du montant sur lequel il doit se baser pour procéder au calcul du versement de ces fameuses cotisations. Parce que l'URSSAF, son rôle à lui, c'est de collecter, donc de prendre le montant des cotisations qui sont dues par chaque entrepreneur et ensuite de les reverser aux différents organismes qui constituent le fameux modèle social français. Donc en gros, c'est le rôle de l'URSSAF et pour qu'il puisse finalement prendre les bons montants en fait à chaque personne concernée,
il lui faut une base et cette base, on lui donne en faisant notre déclaration de chiffre d'affaires. Donc, pour chaque type d'activité sous le statut d'auto-entrepreneur, il y a un taux qui est appliqué qui est différent en fonction de chaque activité. Donc, je vais te noter les taux aussi donc, de cotisation. Pour les activités vente BIC, c'est 12,30%. Ensuite, en prestation de service BIC, on est à 21,20%. Et ensuite, pour les autres prestats de service, plus les activités libérales, et donc ça sera du BNC, on sera à 21,10%. Donc en gros, à chaque fois que tu vas faire ta déclaration de chiffre d'affaires, tu vas donner le montant sur lequel doit prélever le pourcentage qui correspond à ton activité par l'URSSAF pour qu'ensuite ce montant, il puisse le reverser sur les différents organismes qui constituent ce fameux modèle social français dont on va parler juste après. Donc sur ces pourcentages, évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit pourcentage qui va être ajouté qui correspondra à la contribution à la formation professionnelle et aux frais de taxes pour chambre. Et donc pour pouvoir alimenter ce fameux modèle social français, le versement des cotisations et contributions permettent la protection sociale. Et donc, en fait, ça constitue un forfait social qui est prélevé, du coup, aux différents travailleurs français. Donc, en fait, pour que tu comprennes bien, en gros, toutes les cotisations qui sont collectées sont reversées, en fait, et cette collecte, elle constitue le forfait social qui permet d'alimenter chaque organisme. Et en gros, ce forfait social, il comprend quoi? Alors, du coup, il y a plusieurs parties et du coup, tu vas peut-être comprendre en gros comment sont alimentés tous ces organismes. Et donc, le forfait social, c'est en gros l'assurance maladie, maternité et indemnité journalière. C'est l'invalidité décès, c'est les allocations familiales, c'est la retraite de base, c'est la retraite complémentaire et c'est la CSG CRDS. Ok, donc en versant nos cotisations, on permet de finalement d'alimenter chaque catégorie qui font partie de ce fameux forfait social. Donc en fait, sans ces cotisations, on ne pourrait pas tous avoir une couverture d'assurance maladie. On ne pourrait pas, pour certains qui peuvent en bénéficier en fonction de leur revenu toujours, obtenir ces fameuses allocations familiales. Pour ceux qui sont en fin de carrière, ils ne pourraient pas bénéficier de la retraite de base et complémentaire. Et évidemment, on s'occupe tous de combler le trou de la Sécu. Donc ça, en gros, c'est ce qui permet de faire ce fameux modèle social français. Et donc, par ces cotisations, tous les travailleurs français, en fait, contribuent à ce modèle social. Et en fait, c'est exactement la même chose pour un salarié, puisque sur son bulletin de paie, toutes les petites lignes qu'on voit qui sont déduites, en fait, quand on a le montant brut et qu'on a toutes les petites lignes qui déduisent et qui nous permettent d'arriver jusqu'au net, c'est en fait exactement la même chose. Sauf que pour un auto-entrepreneur, ça va être au moment où il va informer lui-même du montant qu'il a encaissé, puisqu'on part sur une base des encaissements, du chiffre d'affaires qu'il a encaissé. Il y a un taux qui est déterminé en fonction de l'activité. La somme est prise et permet finalement d'alimenter chacune de ces catégories en fait qui forment ce fameux forfait social. Et donc c'est la même chose sauf que c'est juste fait un petit peu différemment, mais on en revient finalement un petit peu au même.
Donc le travailleur indépendant, il va bien évidemment permettre d'alimenter tout ça par le paiement de ses cotisations, mais il va pouvoir lui aussi en bénéficier en fonction de ses besoins. Et donc, il va pouvoir avoir lui aussi une couverture maladie. Par exemple, les prestations qui vont être dites en nature. Ces prestations, ça va concerner le fait de pouvoir aller consulter un médecin et qu'il y ait une part qui soit prise en charge. C'est d'aller à la pharmacie prendre ses médicaments pour qu'ils soient remboursés. C'est de pouvoir aller à l'hôpital sans forcément payer. Donc en fonction évidemment toujours de ce qui est pris en charge, pas pris en charge, mais en gros, ça nous permet de pouvoir être soignés en fait, gratuitement. Ensuite, il va pouvoir aussi bénéficier de certaines prestations en espèces, et ce qu'on appelle des prestations en espèces, ça va être d'avoir un versement d'indemnité journalière. Quand on ne peut pas aller travailler parce qu'on est malade, on a le droit, en fonction de nos cotisations, à être indemnisé sur les jours où on ne peut pas travailler. Ensuite, on retrouve également le fait de pouvoir partir en congé maternité ou paternité aussi, c'est possible. Donc ça, c'est pour tout ce qui est couverture maladie. Ensuite, on va retrouver aussi de pouvoir bénéficier en fin de carrière de la partie retraite. La partie retraite qui va être ici, retraite de base et complémentaire en fonction toujours de nos cotisations. Et ensuite, on va pouvoir également bénéficier de l'invalidité décès qui va permettre en fait d'obtenir une pension en fonction éventuellement d'une invalidité ou d'un décès pour le partenaire restant par exemple. Donc on a quand même d'office ces catégories qui nous sont bénéfiques aussi. Donc là j'ai pas réécrit mais en gros c'est 1, 2 et 3 qui nous sont bénéfiques aussi. Pour ce qui est des allocations familiales, évidemment, ça c'est sous condition de revenus, donc quand on gagne trop d'argent, on n'y a pas le droit. Donc forcément, on alimente, mais on en bénéficie aussi d'une certaine manière. Et donc quand on s'immatricule en tant qu'entrepreneur, donc quel que soit le statut, on est travailleur, et en fait on est obligé d'être affilié à un régime de sécurité sociale pour nous permettre en fait de profiter de tout ça. Et c'est obligatoire. Donc ça c'est en gros à quoi ça sert de faire ces déclarations de chiffre d'affaires. Ça sert en fait à alimenter tout ce modèle social, ça sert à pouvoir en faire profiter ceux qui en ont besoin, mais également en profiter de nous-mêmes en fonction de nos besoins à nous aussi. Donc en gros, les cotisations, ça sert à informer l'URSSAF du montant sur lequel il doit se baser pour prélever les cotisations qui sont dues en fonction de l'activité, de collecter cette somme, de la reverser aux différents organismes qui font partie de ce fameux modèle social et d'alimenter et de constituer en fait ce forfait social. Donc maintenant je pense que c'est clair à quoi ça sert ces fameuses déclarations de chiffre d'affaires. Maintenant on va passer à la partie qui concerne le fait d'avoir éventuellement oublié d'avoir fait une déclaration. Quand on s'immatricule, n'importe quelle entreprise, quel que soit son statut, sa taille, ses montants, etc., doit faire ses déclarations, c'est obligatoire. Maintenant, dans le cadre de l'auto-entreprise, on a, en fonction de la périodicité qu'on a choisie, donc à savoir mensuelle ou trimestrielle, on a des déclarations de chiffre d'affaires à faire sur le site qui est dédié pour pouvoir, encore une fois, informer l'URSSAF de ce montant. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que même si on n'a pas eu de travail, même si on n'a pas fait d'encaissement, même si on est zéro, on doit faire nos déclarations. Donc en fait, dans le principe même, c'est pas le fait juste de donner un montant. Le principe même, c'est de faire sa déclaration. C'est l'obligation en fait de faire sa déclaration, même si elle est à zéro. Donc en fait, un auto-entrepreneur qui a fait aucun encaissement, qui est à zéro de chiffre d'affaires, doit lui aussi quand même faire sa déclaration de chiffre d'affaires dans les temps qui sont impartis. Parce que au moment où on a choisi notre périodicité pour nos déclarations, donc ça va être mensuel ou trimestriel, il va falloir qu'on respecte l'échéancier qui va nous être, en fait le calendrier des échéances qui va nous être donné. Donc on va pouvoir le télécharger sur notre espace auto-entrepreneur et savoir exactement à quel moment, dernier délai, on doit avoir fait nos déclarations pour chaque période. Donc si on dépasse le délai qui
est indiqué. Donc le dernier jour qui est précisé sur l'échéancier, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait le dernier jour, c'est pas à minuit que l'échéance se termine, c'est à midi. Donc en fait, le dernier jour de la déclaration, il faut avoir fait la démarche avant midi, parce que dépassé midi, tu seras déjà considéré comme en retard, et donc considéré comme une absence en fait dans les délais de ta déclaration de chiffre d'affaires. Donc ça c'est hyper important à bien noter, parce que en fait si tu décides de le faire le dernier jour, au dernier moment, il faut vraiment espérer qu'il n'y ait pas de problème avec le site, que tu n'aies pas de problème avec internet, il faut vraiment que tout soit fait avant midi. Donc le mieux c'est quand même d'anticiper un petit peu. Bref, imaginons que le délai est dépassé, tu as complètement oublié, et tu as même oublié, on va dire, carrément d'un mois. Hein. On va dire que c'est carrément passé aux oubliettes et que tu n'as pas eu le temps. Qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? En fait, l'URSSAF va pouvoir te réclamer des pénalités de retard. Donc en fait, les pénalités de retard, pénalités de retard, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont applicables dès le dépassement en fait du dernier délai, et donc de la date d'échéance, dernier jour de déclaration à partir de midi. Si tu es en retard d'1 heure, tu peux déjà te voir appliquer des pénalités de retard. C'est quand même super embêtant, surtout si on devait faire une déclaration à 0 et ne payer aucune cotisation. On va se retrouver avec des pénalités à payer alors qu'on aurait pu n'avoir rien à payer puisqu'on n'a rien encaissé. Ces fameuses pénalités, elles vont pouvoir être appliquées donc à partir de midi, le dernier jour de la déclaration, et en fait à partir du moment où l'URSSAF va te les réclamer tout simplement. Comment fait l'URSSAF pour calculer ces fameuses pénalités de retard? Donc ça va changer d'une année à l'autre en fonction d'un élément qui est le montant. C'est le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant du plafond mensuel de la sécurité sociale, tu peux le trouver très facilement sur Google. Donc là, je vais te donner le montant, mais pour pouvoir en fait calculer en fonction d'une année différente, parce que là, du coup, je vais te donner celui de 2023. Hop. Pour trouver par exemple l'année prochaine en 2024, en fait tu taperas juste ça sur Google et tu vas tomber dessus, et réfère-toi bien évidemment à des sites officiels comme par exemple celui de la sécurité sociale. Donc pour 2023, c'est 3 666 €. Ça c'est le montant actuel. Ce montant il va être multiplié, donc le montant que tu vas trouver, par 1,50%. Ça, ce calcul, il fait 54,99 parce que bon, j'ai quand même fait le calcul avant de faire la vidéo. Et forcément, ce montant, il va pas être à 54,99, ils vont l'arrondir à l'euro supérieur pour faire un compte rond, c'est quand même plus sympa. Et ça nous fera 55 € de pénalité par déclaration. C'est-à-dire que si tu en oublies 2, ils vont multiplier ce montant par 2, tout simplement. Donc, si jamais tu oublies une déclaration, que tu es en retard, en fait, tu peux te voir appliquer cette pénalité. Donc, tu as le calcul, comme ça, au moins, tu sais à quoi t'attendre. Et actuellement, donc, on est à 55 €. Maintenant, ça, c'est dans le principe où tu as juste été en retard. Ta déclaration, tu l'as pas faite dans les temps, tu l'as fait, on va dire, avec 1 mois de retard ou peut-être 2 mois de retard si tu as vraiment oublié depuis un moment. Mais tu vas quand même la faire et finalement, ils vont pouvoir avoir de quoi calculer quand même tes cotisations et tu vas avoir ces pénalités qui vont venir se rajouter. Petite précision quand même, parce que c'est là aussi pour ça la vidéo, si jamais tu te retrouves dans cette situation, si tu as été juste en retard de pas grand chose, si c'est la première fois que ça t'arrive, si tu as des éléments à motiver, en fait, écris à l'URSSAF directement et demande-leur une remise gracieuse de ces fameuses pénalités. En faisant un petit courrier, un petit mot gentil, en y mettant les formes et en expliquant la situation, tu pourras très certainement pouvoir obtenir une remise gracieuse de ces fameuses pénalités. Et en général, ils sont assez compréhensifs si c'est pas quelque chose de régulier et que t'es pas coutumier en fait de ces oublis quoi finalement, parce que bon, forcément ils veulent bien être compréhensifs à partir du moment où on n'est pas tout le temps en train de faire les mêmes erreurs. Donc n'hésite pas à leur faire un petit courrier si jamais
tu étais en retard et que tu avais, on va dire, une excuse à mettre en avant, et donc on appelle ça motiver son courrier, sa demande en fait. Maintenant, on va voir l'hypothèse où, finalement, à la fin de l'année civile, donc on va dire que pour la déclaration du 31 janvier, si tu faisais des déclarations mensuelles, tu n'avais pas déclaré une déclaration par exemple qui serait sur septembre de l'année précédente. Au 31 janvier de l'année qui suit, tu n'as toujours pas régularisé ça, malgré peut-être même les pénalités que tu as reçues, tu n'as toujours pas en fait donné le montant. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce que l'URSSAF va faire? Donc là, on arrive sur des sanctions un petit peu plus importantes, on va dire, parce que forcément, tu l'as bien compris avec la première partie de la vidéo, le but des déclarations de chiffre d'affaires, c'est d'avoir le montant sur lequel se baser pour pouvoir faire le calcul des cotisations qui sont dues par chaque travailleur. Si l'URSSAF n'a pas le montant sur lequel se baser, en fait, il ne va pas pouvoir calculer normalement en fait le montant des cotisations. Donc, il va forcément falloir qu'il crée lui-même une base sur laquelle va en fait procéder au calcul. Et donc, ils vont créer une base forfaitaire. Cette base forfaitaire, elle est quand même assez importante parce qu'ils vont partir sur les plafonds que tu ne peux en principe pas dépasser en auto-entreprise, en franchise en base de TVA. Donc il y a deux plafonds qui vont être différents et donc je vais te les écrire. Alors, cette base forfaitaire, elle va être donc calculée sur les plafonds maximum par type d'activité que tu peux en principe faire sous le statut d'auto-entrepreneur en franchise en base de TVA. Voilà, ils ne prennent pas le plafond max avec TVA, ils partent vraiment celui où on n'est pas encore, en fait, où on n'applique pas encore la TVA dans l'activité. Donc, pour ce qui est de la catégorie vente, BIC, le montant, en principe à ne pas dépasser, c'est 101 000 de CA. Ensuite, pour ce qui est des prestations, et donc là on retrouve BIC plus BNC, on est à 39 100. Donc ils vont prendre ces montants-là pour faire leur calcul. Leur premier calcul va être en fonction de ta périodicité de déclaration. C'est-à-dire, si tu fais tes déclarations au trimestre ou si tu les fais par mois. Donc ça, c'est déjà la première chose à prendre en compte pour le calcul. Si tu fais tes déclarations au trimestre, ils vont prendre un quart du montant plafond. Du montant plafond. Ok? En fonction de l'activité toujours. Si tu es au mois, ils vont prendre un 12e du montant plafond. En gros, pour un calcul plus simple, ça, en fait, ça revient à prendre le montant et à le diviser soit par 4, soit par 12 en fonction de tes périodes de déclaration, tout simplement. Donc, ils vont prendre ce montant, ils vont faire leur calcul, ils vont obtenir un résultat. Ce résultat, ça va être le montant de tes cotisations. À ça, ils vont rajouter évidemment un petit quelque chose parce que, quand même, t'es en retard en fait sur tes déclarations. Donc, ils vont te rajouter des majorations. Attends, je vais l'écrire en rouge. Ils vont te rajouter des majorations qui, elles, vont être de 5% en gros par mois de déclaration. Donc en fait, je dis que c'est 5% par mois parce qu'en fait, je trouve que c'est plus simple parce qu'en fait, en gros, ce qui est indiqué, c'est que c'est 5% si tu fais des déclarations au mois et c'est 15% si tu fais des déclarations au trimestre. Donc, en gros, on est d'accord, ça revient à 5% par mois de ne pas déclarer en fait. Donc finalement, les majorations, elles vont être appliquées sur le montant qui va être trouvé. Donc ça va être le pourcentage du montant de la base forfaitaire qui va être trouvé. Donc à ça, évidemment, parce qu'ils n'ont pas oublié qu'à la base, ils t'avaient réclamé des pénalités de retard, elles vont être applicables aussi. Pénalité
de retard qui, donc on l'a vu, sont actuellement de 55 € par déclaration. Oh, j'écris très mal. Donc, en gros, si tu ne fais pas du tout tes déclarations, qu'à la fin de l'année civile, ils n'ont pas de tes nouvelles, ils ne savent pas en fait ce que tu as fait, ils ne connaissent pas les montants, en fait ils n'ont aucune info de ta part, en fait tu vas avoir une base de calcul qui va être faite pour avoir la base forfaitaire, pour pouvoir t'appliquer dessus des majorations de retard et également des pénalités de retard par déclaration manquante. Donc maintenant que tu sais en gros ce que tu peux te retrouver à avoir, on va faire un petit exemple de calcul parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus parlant que de faire la différence entre si j'avais fait mes déclarations et si je les oublie, si je les fais pas et si je décide de ne pas régulariser en fait parce que j'ai pas le temps et que en fait je trouve pas ça très important tout simplement. Donc on va faire une différence de calcul pour que tu puisses bien voir l'effet que ça a financièrement sur l'entreprise. Ok, donc là, on va prendre deux exemples différents. Donc un en vente, un en prestation de service. Comme ça, en fonction de ta situation, tu peux voir la différence. Et je vais commencer par, en fait, déjà, le premier calcul, celui qui est, en fait, la réalité des cotisations à payer en fonction de notre chiffre d'affaires. Donc, la première chose, on va commencer en vente, par exemple. Donc, si on est en vente, on a, on va dire, un CA. On fait un CA de, allez, on peut dire 5 000 € par exemple. On a un CA de 5 000 € pour un mois. Notre base de calcul normale pour les cotisations, ça va être nos 5 000 € multipliés par nos 12,30% et ça va nous donner, allez, où ma calculette? Hop, donc 5 000 fois 12,30 divisé par 100. Ça va nous faire 615. Donc ça, c'est les cotisations normales. Donc les 615 €, c'est ceux que que j'ai à payer si je suis en vente, que pour un mois, j'ai fait 5 000 € de chiffre d'affaires, que je fais ma déclaration dans les temps et qu'il n'y a pas de souci en fait. Ça, c'est ce que je dois et c'est ce qui va être collecté par l'URSSAF. Maintenant, si ce mois-là, je le déclare jamais et que je finis la fin de l'année civile, que j'ai toujours pas régularisé et que en fait concrètement j'ai pas fait les démarches, l'URSSAF il n'a pas les 5 000 €, il sait pas lui que c'est ça que j'ai gagné. Donc il va faire son calcul de base forfaitaire. Pour les 5 000 €, il va lui se baser sur les fameux 101 000 qu'il va diviser par les 12 mois. Ça va lui donner 8 416,76 €. Donc là, on est sur une base de un mois qui n'a pas été déclaré. Si jamais c'était 2 fois, si c'était 2 mois que j'avais pas déclaré, il m'aurait multiplié ça par le nombre de fois en fait où j'ai pas déclaré, si c'est par mois. Si c'est par trimestre, on est d'accord que le calcul il va être divisé par 4 et que ça sera en fonction du nombre de déclarations que j'ai pas faites. Donc si je loupe 2 trimestres, il multipliera par 2, mais si je loupe 3 mois, donc un seul trimestre, parce que mes périodes c'est trimestriel, il ne va pas le multiplier plus. Donc sur ça, il va venir me rajouter les 5% de majoration. Donc il va prendre le montant qu'il a trouvé ici, 8 416,67 €, multiplié par les 5%. Donc si je fais 8067 fois 5 divisé par 100, ça me fait 420,83. Donc ça va être les majorations. Ensuite, évidemment, parce que on est en retard et qu'il y a des pénalités qui s'appliquent, on va avoir 55 € qui est donc le calcul qu'on a déjà vu sur le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en 2023. Donc, pour avoir loupé une déclaration dans l'année que je n'ai pas régularisée, je me retrouve à payer 8 416,67 plus 420,83 plus 55. Je me retrouve avec 8
892,50 € à payer. Au lieu des 615 de base. Donc en fait, sur le mois que j'ai loupé, je me retrouve avec plus que le chiffre d'affaires que j'ai réellement encaissé. Donc il y a un petit déséquilibre là qui commence à se créer, ça va être un peu compliqué. Maintenant, on va faire la même chose pour une prestation et on va faire l'exemple de calcul sur un trimestre. Comme ça, si tu fais au trimestre, tu y verras peut-être plus clair. Donc en prestation de service, donc on va dire en presta BIC, comme ça au moins le taux, on a le bon. On va dire que pour le trimestre, on va dire qu'il a fait la même chose. Voilà, 5 000 €. Ok, donc là on est sur un trimestre. Sur ce trimestre, j'ai mes 5 000 que je multiplie par, donc c'était 21,20%. Et donc en cotisation, ça va me faire 1060. Ça me fait 1060, ça c'est mes cotisations. Ok. Maintenant, si on part sur la base, sur le fait que je n'ai pas payé, on fait la même chose, sauf que cette fois-ci, on est au trimestre. Donc, sur les 39 100 qui sont le plafond, là, je vais diviser par 4, nombre de trimestres sur l'année. Donc, on a dit 39 100 divisé par 4, ça va me faire 9 775. Ok, à ça, 9 775, je vais rajouter 15%. Parce qu'on est au trimestre et que c'est 5% par mois, donc du coup ça nous fait 15 pour un trimestre. Donc c'est 9 775 fois 15 divisé par 100. On est à 1466, j'ai même pas de place pour l'écrire. 1466,25 € de majoration. Plus les 55 € parce qu'on est d'accord que la pénalité de retard, c'est par déclaration. Si tu fais des déclarations par trimestre, en fait, tu n'as pas x3. C'est une déclaration que tu es censé faire. Donc, on est bien à 55 € pour une déclaration, même si elle est trimestrielle. Donc, on va se retrouver avec 9 775 plus 1466,25 plus 55 €. On est à 11 296,25 € à payer. Ok, donc là on a encore un écart considérable entre les cotisations qu'on aurait dû payer et celles qu'on se retrouve à devoir juste parce qu'on a oublié de faire une déclaration et que en fait on ne s'est pas affolé pour dire il faudrait que je la régule en fait, que je fasse ma régule, que au pire que je paye les pénalités de retard parce que bon, j'ai envie de dire 55 € à côté c'est rien du tout. Donc en fait il faut éviter d'en arriver jusque là. Parce qu'une fois que tu en es là, tu vas être notifié de ce que tu as à payer par l'URSSAF, tu vas recevoir un bon recommandé qui va te dire voilà ce que vous me devez, donc maintenant il faut payer. Si tu te retrouves dans cette situation, le mieux c'est de réagir, ne fais pas comme si ça n'existait pas, ça ne sert à rien. Réagis, prends les devants, regarde la situation, analyse, fais pourquoi pas premièrement une demande de remise en fait sur les majorations et les pénalités de retard. Ça c'est la première chose. Tu peux, si je dis pas de bêtises, te retrouver avec une remise d'office si tu prends contact directement avec eux. Ce qu'il faudra dans tous les cas, c'est demander un échéancier pour éviter de devoir tout payer d'un coup. En fait, si tu ne fais pas la demande, ils vont pas te le proposer d'office. Donc, fais la demande d'un échéancier, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour éviter de te retrouver sous l'eau, parce qu'entre le chiffre d'affaires encaissé et ce que tu te retrouves à devoir payer, c'est quand même un autre monde en fait. Donc voilà, en gros pour les conséquences déjà, si tu oublies juste une déclaration et du coup tu multiplies tout ça par le nombre de déclarations que tu aurais pu éventuellement oublier. Donc ça c'était en cas d'absence complet. Voilà, l'URSSAF là il est au courant que t'as pas fait et donc forcément lui il veut avoir quelque chose parce que tu fais partie du
modèle social français et qu'il a besoin de remplir les caisses. Donc forcément, pour pouvoir distribuer à tout le monde, il faut que toi tu participes aussi. Et donc c'est la manière dont il procède pour pouvoir récupérer quelque chose. Maintenant, on va passer à la partie si il y a une erreur. Si une erreur est commise dans le cadre de tes déclarations de chiffre d'affaires. Alors, maintenant qu'on a vu le fait d'oublier concrètement une déclaration de chiffre d'affaires et les conséquences qui pouvaient en découler, on va passer à une partie tout aussi importante, voire peut-être même un peu plus. C'est le fait de commettre une erreur dans sa déclaration. C'est quoi concrètement faire une déclaration erronée? C'est le fait d'indiquer les mauvaises informations et en l'occurrence de mettre les mauvais montants au sein de sa déclaration. Et forcément, que ce soit volontaire ou involontaire, il s'agit d'une infraction. Donc cette infraction, elle porte un nom, c'est le travail dissimulé par dissimulation d'activité. Donc je suis allée chercher quand même l'extrait de l'article L 8221-3 du Code du travail, section 2, si tu veux aller regarder aussi. De toute manière, c'est réécrit sur le fichier qui, je te le rappelle, est disponible en téléchargement gratuit en premier lien dans cette vidéo, donc n'hésite pas à le télécharger, tu auras vraiment toutes les infos. Donc cet extrait, il dit « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, 1. N'a pas demandé son immatriculation ou a poursuivi après radiation, 2. N'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou administration fiscale. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus. » Et donc forcément, si on commet une infraction, il y a des risques qui peuvent être liés à cette infraction. Et en l'occurrence, donc comme on le comprend bien déjà, dans le cadre d'un oubli, on est déjà un petit peu dans cette infraction aussi. Mais là, on va encore plus loin dans le fait de carrément faire une fausse déclaration et je pense que c'est même encore plus mal perçu et forcément, on va se retrouver avec certaines conséquences, certaines condamnations aussi. Donc, les premiers risques vont être que, à partir du moment où ils vont relever cette infraction, forcément, déjà, ce qui n'avait pas été déclaré et donc pas pu être pris en compte pour le paiement des cotisations va être régularisé. On va en fait régulariser sur le montant qu'il manquait au terme des déclarations. À ça va venir s'ajouter 25% de majoration pour travail dissimulé par dissimulation d'activité. Donc déjà, on va se retrouver avec ces 25% de plus que ce qu'on aurait dû réellement payer. Donc encore une fois, c'est dommage, on va dire, de penser, on va dire, faire peut-être certaines économies sur le moment pour se retrouver à payer encore plus derrière. Voilà, ça c'est vraiment déjà un petit peu dommage. Ensuite, et évidemment parce que les sanctions ne vont pas s'arrêter là, donc je les ai listées, je les ai répertoriées, elles sont elles aussi indiquées sur le fichier. Au titre de sanctions pénales, on peut se retrouver à avoir 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Donc ça c'est ce qui peut en fait nous tomber dessus si jamais on est, découvert par l'URSSAF sur le fait d'avoir fait une fausse déclaration. Ensuite, au titre de sanctions complémentaires, et donc là je t'en ai énuméré certaines, il y en a énormément qui peuvent être appliquées en fait. Donc j'en ai énuméré certaines qui sont diverses interdictions d'exercer ou de diriger une entreprise dans le même secteur, dans la fonction publique, exclusion des marchés publics, ça peut même aller jusqu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et même l'interdiction du territoire français pour les travailleurs étrangers. Donc ça c'est entre autres certaines des sanctions complémentaires qui peuvent être appliquées. Ensuite, on va retrouver les sanctions civiles qui, en plus des cotisations dues avec la majoration de 25% pour travail dissimulé, va se voir rajouter une majoration de retard de 5%. Et donc, on l'a vu, c'est comme dans le cas d'un oubli. Donc, en fait, en plus d'une majoration de 25%, on va se retrouver avec 5% de plus parce que ne pas avoir fait cette déclaration complète dans les temps fait que tu es en retard en fait. Ensuite, on va se retrouver aussi avec des sanctions administratives telles que l'interdiction pour 5 ans de bénéficier des aides publiques
et remboursement des aides qui auraient pu être octroyées au cours des 12 mois qui précèdent le procès verbal. Et en l'occurrence, le procès verbal, ça va être le moment où on va te dire que tu es coupable, que tu es sanctionné pour l'infraction commise. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut te réclamer, sur les 12 mois qui ont précédé ce PV, les aides que tu aurais pu éventuellement percevoir, que ce soit de la CAF, que ce soit des impôts, etc. Donc, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de ne pas tout déclarer, en fait, tout simplement, ou de ne pas prêter attention à ces déclarations. Donc ça, c'est en gros les conséquences, en fait, d'une erreur. Parce qu'encore une fois, cette erreur, elle peut être volontaire ou involontaire. Et le problème, c'est que même quand c'est involontaire, tu as des majorations parce que tu n'as pas fait ta déclaration intégrale, tu as des majorations parce que tu es en retard, en fait, tu es quand même coupable de quelque chose sans t'en être forcément rendu compte. Et c'est vraiment en fait le but de cette vidéo aussi, c'est de prendre conscience de l'importance de ces déclarations, qu'on soit d'accord ou pas avec le système. En fait, on est un petit peu obligé de le suivre parce que sinon, en fait, concrètement, on va se retrouver avec de grosses difficultés, et en l'occurrence surtout financières. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin sur le fait de commettre ce type d'infraction, ce type d'erreur. Encore une fois, volontaire ou involontaire, elles vont avoir encore d'autres conséquences. Pas que sur le fait d'avoir finalement des majorations sur les cotisations qui n'ont pas été versées ou sur, on va dire, le côté travail dissimulé. On va retrouver en fait le fait d'avoir une espèce d'erreur en cascade qui va se créer sur le fait de ne pas avoir déclaré les bons montants sur les déclarations de chiffre d'affaires. Parce que concrètement, tout au long de l'année, un auto-entrepreneur, qu'il fasse ses déclarations de manière mensuelle ou trimestrielle, va finalement faire les démarches en principe, et encore une fois, en fonction des montants qui seront déclarés. À la fin de l'année, il va procéder à sa déclaration de revenus. Sa déclaration de revenus, pour la faire, en principe, il va reprendre l'ensemble des chiffres d'affaires réalisés tout au long de l'année par le biais des déclarations qui auront été effectuées. Et en principe, c'est comme ça que ça fonctionne parce que toute l'année, on a déclaré à un organisme, et en l'occurrence l'URSSAF, ce qu'on avait gagné. Il va falloir qu'on informe également l'administration fiscale de ces mêmes montants, ce qui est, on va dire, cohérent, puisque quand on déclare à l'un, il faut qu'on déclare la même chose à l'autre. Et donc, en fin d'année, on va reprendre l'ensemble de ces justificatifs, procéder au calcul de l'année complète et indiquer le montant total auprès de l'administration fiscale sur la petite case qui est dédiée aux auto-entrepreneurs dans le cadre de la déclaration de revenus. Une fois que le montant va être déclaré, l'administration fiscale va procéder à ces divers calculs en fonction de l'abattement, en fonction de si l'impôt a été prélevé à la source, etc. Donc avec le fameux prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Bref, dans tous les cas, l'administration fiscale va faire son job et va pouvoir savoir à quelle catégorie tu appartiens, dans quelle tranche tu es, quel est le nombre de parts, etc. Il va faire tout son calcul pour savoir si tu es imposable ou pas et si il y a des impôts à te réclamer en fonction toujours des revenus. Sauf que, forcément, et je pense que tu t'en doutes, s'il y a une erreur au départ, il y aura forcément une erreur à l'arrivée dans ce cadre-là aussi. Et cette erreur fait découler une autre infraction, et cette infraction, c'est la fraude fiscale. Donc, pour bien comprendre ce qu'est une fraude fiscale, je t'ai trouvé la définition parce que parfois on peut penser que la fraude fiscale, ça va être carrément d'aller faire du blanchiment d'argent, de détourner des fonds, de quelque chose de vraiment incroyable qui sont faits par voilà, des personnes qui osent faire des trucs assez fous. Mais on est sur quelque chose de bien plus simpliste en fait quand il s'agit d'une fraude fiscale. La fraude fiscale désigne toute omission, inexactitude ou insuffisance dans une déclaration. Donc en fait, on voit bien que simplement le fait de ne pas mettre toutes les infos, de se tromper, de juste avoir fait une petite erreur est une fraude fiscale quand il s'agit de l'administration
fiscale. Et donc forcément, même si tu n'en avais pas l'intention au départ, le fait de te tromper sur tes déclarations de chiffre d'affaires va te faire commettre des erreurs dans tes déclarations de revenus. Et en fait, c'est un petit peu comme un cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue, voilà, on en a plusieurs comme ça, qui font que en fait l'erreur va se renouveler automatiquement à chaque fois et tu vas rentrer dans un cercle vicieux qui sera très compliqué en fait finalement et qui va encore une fois créer des conséquences supplémentaires. Parce que forcément, si l'administration fiscale s'en rend compte, si elle s'aperçoit qu'il y a un problème, ou alors que pendant le contrôle d'URSSAF que tu peux te retrouver à avoir pour travail dissimulé, en fait les impôts vont en être informés indéniablement, tout est relié, en fait ils vont forcément analyser un petit peu les déclarations de revenus que tu as faites et en fait si tu as été imposable ou non et si les erreurs ont de réelles conséquences sur les impôts que tu aurais dû verser. Si à quelques euros près, ça te fait changer de tranche, ça change ton taux d'imposition, ça finalement fait que tu aurais dû verser quelque chose en plus, etc. En fait, ça peut créer énormément de différences en fonction des montants qu'on déclare. Et forcément, si l'administration fiscale s'en rend compte et qu'il y a de réels changements qui peuvent être opérés, forcément, ils ne vont pas passer à côté. Donc, il y a, encore une fois, des sanctions qui peuvent tomber. Ces sanctions fiscales, elles vont être déjà l'impôt normalement dû s'il devait y avoir un impôt. Ensuite, on peut se retrouver avec plus 40% pour dissimulation volontaire ou plus 80% si la fraude révèle des manœuvres illégales ou frauduleuses. Ensuite, et évidemment, des intérêts de retard de 0,20% par mois du montant de l'impôt dû. Ensuite, et en cas de vraiment grosse fraude et qu'en fait, je sais pas, les impôts, ils ont décidé de s'acharner parce qu'en fait, on ne sait pas, finalement, tout ça dépend des contrôleurs et donc, forcément, peut-être appliquer également des sanctions pénales par la suite en fonction des condamnations et ça peut aller jusqu'à 500 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Donc, en gros, je trouve que pour quelques petites erreurs, encore une fois volontaires ou involontaires, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre autant de risques et de se mettre dans des situations hyper compliquées par la suite? Ensuite, et parce que bien évidemment, certaines conséquences peuvent être peut-être moins graves, peuvent peut-être nous faire risquer moins de se retrouver sur la paille, comme on pourrait dire, du fait d'avoir des condamnations, des amendes, des sanctions, etc. On peut se retrouver aussi avec des conséquences un peu plus cachées qu'on ne soupçonne pas forcément trop et dont j'ai commencé un petit peu à te parler au début de cette vidéo. Donc, si tu te souviens bien, je t'ai dit que en versant nos cotisations, en déclarant les montants auprès de l'URSSAF, on participait à ce fameux modèle social français et on alimentait le forfait social. Ce forfait social, je t'ai aussi dit qu'on pouvait nous aussi en bénéficier et pour certaines des catégories, on n'en bénéficie pas tout de suite en fonction de nos âges et de notre avancement dans notre carrière. Donc forcément, c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément trop la question de notre intérêt en fait dans cette catégorie-là, mais elle va avoir un intérêt par la suite. Et en l'occurrence, les montants que l'on déclare ont un impact sur certaines de ces catégories que je vais t'énumérer pour que tu puisses comprendre que c'est pas toujours une bonne idée de minimiser le montant de son chiffre d'affaires ou en tout cas de ne pas être assez consciencieux sur les déclarations que l'on fait et en fait d'éviter toute erreur au maximum. Parce que forcément, ça peut avoir un impact sur la catégorie de la santé. On a vu qu'on pouvait bénéficier de prestations en espèces. Les prestations en espèces, on l'a vu, ce sont les indemnités journalières auxquelles tu peux prétendre si tu es malade. Ces indemnités, elles sont calculées d'une certaine manière. On n'a pas tous forcément le droit aux mêmes indemnités journalières et en l'occurrence, c'est parce que c'est basé sur la moyenne du revenu annuel des 3 dernières années. Et pour les auto-entrepreneurs, évidemment, c'est le chiffre d'affaires après abattement. Donc, une fois que l'abattement a été enlevé, déduit, en fait, il se base sur ce revenu. En fait, finalement, c'est le revenu, en gros, imposable du travailleur. Donc, si tu déclares un montant moindre, forcément, le calcul sera basé sur un montant qui ne sera pas forcément à la hauteur de tes besoins réels. Ensuite, c'est la même chose pour le congé maternité ou paternité.
c'est calculé selon les cotisations qui sont transmises par l'URSSAF. Ensuite, on retrouve la catégorie de la retraite. Et la retraite, je pense que, alors ça, forcément, ça porte à discussion en fonction de tout ce qu'on peut entendre, et c'est vrai qu'on se demande toujours, en fonction de nos âges, si on aura nous aussi le droit à une retraite et à combien elle s'élèvera. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas se dire que on verra, il faut quand même y penser un petit peu et se dire que les cotisations qu'on verse, elles servent à ça aussi, mais pas que pour les autres, pour nous. Et en l'occurrence, la retraite de base, elle est égale à 50% du revenu moyen sur les 25 meilleures années. Et si l'ensemble des trimestres de cotisation sont remplis, la retraite est à taux plein. Ce qui est dit à taux plein, ce sont les 50%. Donc, en gros, si encore une fois tu fais que des années où tu minimises les montants, ou en tout cas que tu commets trop d'erreurs et que du coup ça ne reflète pas la réalité, tu vas en pâtir sur la part retraite. Ensuite, c'est exactement la même chose pour la retraite complémentaire obligatoire qui est calculée en points en fonction des cotisations qui sont versées par le travailleur indépendant. Donc, en fait, tu cumules des points en fonction des cotisations que tu verses. Donc, voilà, j'ai pas le calcul exact, mais en gros, c'est ce qui a été indiqué et forcément, en fait, si on minimise encore une fois, les points, on n'en aura peut-être pas assez. Et forcément, cette retraite complémentaire de base, elle va être en fait minimisée en fait. Et on retrouve également sur la partie invalidité décès, la pension qui est versée, elle est calculée en pourcentage sur la base du revenu annuel moyen perçu pendant les 10 meilleures années. Encore une fois, c'est sur la base de nos revenus. Et donc, encore une fois, pour les travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, c'est le chiffre d'affaires. Donc ça déjà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, et ne serait-ce qu'au quotidien pour, on va dire, la santé. Je trouve que c'est trop important en fait de se dire que si on n'a pas souscrit à une prévoyance ou quelque chose dans le cadre de notre activité, il faut quand même qu'on puisse compter sur l'assurance maladie auprès de laquelle on cotise et qu'on puisse avoir des indemnités journalières qui sont suffisantes pour qu'on puisse continuer à vivre, à se nourrir, à entretenir notre famille, à élever nos enfants, etc. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Donc c'est quand même assez important, je trouve, de ne pas minimiser parce que en fait ça peut avoir de réelles conséquences. Ensuite, sur les différentes aides sociales, c'est pareil, le fait d'avoir déclaré moins a peut-être pu te permettre de bénéficier de certaines aides qui forcément, au moment où ça va se savoir, vont venir réclamer les aides perçues à tort en fait tout simplement. Et encore une fois, on est dans ce fameux cercle sur l'erreur de départ qui continue et qui finalement c'est relié sur chaque organisme, puisque tout est relié en plus en France. Donc finalement, en fait, une erreur est transmise à tout le monde. Donc tout le monde te pense quelque chose, te verse des choses, etc. Donc c'est génial sur le moment, sauf que quand tout le monde s'en rend compte, en fait, toi, tu dois tout redonner et t'as pas forcément l'argent. Donc ça peut créer des difficultés financières extrêmement importantes qu'il ne faut, encore une fois, pas négliger. Et alors, dernière petite conséquence, beaucoup moins grave, je te l'accorde, mais qui, je pense, peut être contraignante pour certains en fonction des objectifs de vie. Quand on a des envies, des objectifs de vie, et en l'occurrence par exemple de s'acheter des biens immobiliers, ou ne serait-ce que juste sa résidence principale, on est bien souvent, généralement, obligé de faire un prêt auprès de sa banque. Et forcément, le prêt, sur quelle base il va être estimé? Sur quelle base le banquier va pouvoir envoyer ton dossier dans une commission et décider si oui ou non tu as le droit à ton prêt et le prêt dont tu as réellement besoin pour acheter la maison de tes rêves par exemple? En fait, ils vont se baser sur tes revenus et en général sur les 3 dernières années. Et quand tu es auto-entrepreneur, ils vont prendre ton revenu qui va être ton chiffre d'affaires après abattement. Et en gros, le revenu qui aura été déterminé par l'administration fiscale en fonction toujours des critères liés au statut d'auto-entrepreneur. Et donc, forcément, on subit sur le chiffre d'affaires cet abattement qui nous permet évidemment de ne pas payer d'impôts sur une part qui est considérée comme les frais qu'on ne peut pas déduire, mais si on a minimisé cette partie-là, forcément le reste est minimisé aussi. Et donc forcément le taux d'emprunt va être calculé sur une base de revenus qui peut-être aura été minimisée et qui ne reflètera pas la réalité. Parce que concrètement, si tu estimes pouvoir assumer un certain montant de crédit, mais que
la banque ne voit que sur le papier que tu gagnes beaucoup moins. Bah forcément, eux, ils vont pas te croire sur parole, ça marche pas comme ça. Donc en fait, c'est un petit peu ça la difficulté sur la partie un petit peu plus, on va dire, banque, objectifs financiers, etc. pour pouvoir, on va dire, accéder à des biens, pouvoir faire des crédits, etc. Bah en fait, c'est que les banques vont se baser sur tes 3 derniers revenus, chiffre d'affaires moins abattement, revenu fiscal de référence qui va être déterminé sur ça. Et si tu as mal déclaré, si tu t'es trompé, si tu as minimisé, ben en fait, ton revenu imposable sera lui aussi minimisé, ce qui, dans ce cadre-là, ne sera pas à ton avantage puisque tu pourras peut-être passer à côté en fait, d'une opportunité pour acquérir éventuellement un bien immobilier. J'espère sincèrement que cette vidéo te sera utile et t'aura permis de comprendre réellement l'intérêt des déclarations de chiffre d'affaires, mais surtout l'intérêt de les faire de manière consciencieuse, de vraiment en fait y porter une importance particulière et de ne pas penser que c'est optionnel. Alors je précise quand même que j'étais pas là pour faire la promotion du modèle social français, ni même de promouvoir l'URSSAF ou l'administration fiscale, etc. Non, moi j'étais vraiment là pour te faire prendre conscience et t'expliquer, si tu ne savais pas, l'importance réelle des déclarations, mais également du paiement de ces cotisations en fait et du respect finalement des règles qui sont applicables dans le cadre de la micro-entreprise en l'occurrence. Alors évidemment, en fait, si ton activité ne te permet pas de finalement te poser réellement derrière un ordi pour faire tes déclarations, si tu as peur de ne pas avoir le temps de les faire réellement en fait dans les temps, de les faire correctement, si tu as peur de commettre des erreurs, si la paperasse c'est pas du tout ton truc, en fait c'est totalement possible dans le sens où chacun son métier et c'est normal. Si tu as envie de te consacrer à 1000% à ton activité, c'est parfaitement ton droit. Et dans ces cas-là, il vaut mieux solliciter l'assistance d'un professionnel. Et en l'occurrence, les professionnels, c'est aussi les secrétaires indépendantes dans ce cadre-là. Alors pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que c'est mon cas à moi. J'ai été secrétaire indépendante pendant de très nombreuses années et je réalisais cette prestation auprès de mes clients. Les déclarations de chiffre d'affaires faisaient entièrement partie de mon travail et j'ai également eu la chance de pouvoir former énormément de secrétaires indépendantes à cette prestation. Au sein de ma communauté, elles sont extrêmement nombreuses. Et si tu veux trouver ta perle rare, si tu veux trouver ton assistante à toi, ta secrétaire indépendante qui va t'aider sur cette démarche, n'hésite pas à laisser un commentaire, peut-être qu'elle pourra te contacter directement. Maintenant, si tu es nouvelle secrétaire indépendante ou si tu souhaites développer cette prestation, il y a actuellement une offre sur la formation déclaration de chiffre d'affaires. Si cette prestation t'intéresse, si tu as envie d'apprendre à la réaliser correctement, si tu veux savoir comment faire les démarches, comment la présenter à tes futurs clients et surtout comment la facturer, n'hésite pas à aller voir dans la description, tu vas accéder directement à mon catalogue de formation et tu pourras voir si cette formation est faite pour toi. N'oublie pas de télécharger la fiche récapitulative de cette vidéo qui te permettra de retrouver très facilement toutes les informations que j'ai pu te donner. Si cette vidéo t'a plu et t'a été utile, tu peux laisser un commentaire, mettre un like, pourquoi pas la partager à un entrepreneur qui pourrait en avoir besoin. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.